Il en fut ainsi continuellement. La nuée couvrait la demeure, et la nuit, elle ressemblait à un feu. Nombre 9, 16. Il a quitté Phénix au matin, à l'aube, lorsque le monde est mauve. Et il a aperçu sur l'autoroute des nuées d'oiseaux fantomatiques, attroupés sur la chaussée, à la recherche de Dieu sait quoi, sûrement pas de nourriture, pas sur cette autoroute déserte, si proche de la ville endormie. Pensant qu'ils allaient prendre leur envol, il n'a pas réduit sa vitesse. Mais alors même que la voiture fonçait dangereusement vers eux, ils sont restés là, comme mystérieusement impliqués dans quelque suicide rituel, jusqu'à ce que Johnny Rio, qui aurait ruminé tristement s'il avait tué la moindre bestiole, il préférait encore mordre le bas-côté, écrase la pédale de frein et actionne son klaxon, le son se déployant longuement, creux, solitaire, jusque dans les cavernes du matin silencieux. Alors seulement les étranges oiseaux se sont dispersés, mais très, très lentement, à contre-cœur. Ils se sont envolés, glissant ainsi que des bouts de papier noir, soudain abandonnés par un vent erratique, glissant mais assez bas, juste au-dessus du capot de la voiture, comme en proie à une transe profonde. Encore et encore, à présent qu'il progresse bien plus lentement, la voiture avance à peine. Johnny est lui-même saisi par l'atmosphère hypnotique que l'aube spectrale a diffusée sur les oiseaux et l'autoroute. Il croise d'autres volatiles, identiques, toujours petits, toujours irréels, toujours par groupe de 8 ou 9, toujours agissant comme s'ils courtisaient un destin implacable et cruel, inconscient de la progression destructrice du véhicule ou s'en écartant à regret. Au bout d'à peu près 1 kilomètre, les oiseaux avaient disparu. Johnny peut recommencer à fendre le désert au volant de son nouveau bolide, ainsi qu'il l'a fait du Texas au Nouveau-Mexique, jusque dans l'Arizona. Les contrées parcourues depuis Laredo, à travers le désert brûlé, les plaines lépreuses parsemées de buissons asséchés. Et il fonce vers Los Angeles pour une raison qui lui est inconnue. Il sait seulement qu'il y retourne 10 jours. 10 jours pile. Il va à plus de 140 km/h. La chaleur informe et féroce. Loin, très loin, devant lui, il aperçoit une ombre fendre l'air telle une faux déchirant le ciel, peut-être un vautour fondant sur quelque charogne au milieu du désert. Johnny se représente la silhouette voûtée, penchée sur la chair ensanglantée. Épouvanté par l'image cruelle, il s'escrime une nouvelle fois sur la radio en vain. Mais la mort qu'il s'efforce de chasser de son esprit semble déterminée à percer sa conscience. Elle le fait ainsi qu'un couteau pénétrant sa chair. Derrière lui demeurent les souvenirs d'oiseaux morts écrasés par d'autres voitures le long des routes, de sang rouge, rouge et fraîchement versé qui macule le macadam, de plumes broyées. Et déjà son pare-brise est constellé de ces bestioles funestes tombées du ciel pour venir se fracasser contre le verre. Chaque vie minuscule transformée impitoyablement en un instant en taches poudreuses ou bien en particules de sang sur la vitre, avant d'en être retirée à la prochaine station-service avec un essuie-tout imbibé d'eau. Ces insectes poussiéreux ont-ils conscience du pare-brise ? Plongent-ils du ciel pour accepter leur anéantissement avec gratitude ? Ou tentent-ils de s'introduire dans le véhicule pour échapper au redoutable courant formé par les voitures lancées à toute vitesse ? Dupés par le verre, ils se fracassent contre un destin invisible, un destin ignoré jusqu'au moment final. « 3. Il n'est pas encore 21h. Il ira à Main Street, trouvera quelqu'un qui aura très envie de lui. Il ne peut s'empêcher de songer avec perversité, peut-être le type que j'ai laissé en plan cet après-midi. Ou se rendra à une fête, le week-end il y en a toujours plein, comme celle de la tapette qu'il a envoyée bouler. Il gare sa voiture sur Broadway. Une solitude immense le prend à la gorge. Et donc, est-ce que tout va recommencer ? Comme avant, se demande-t-il.
Ces 3 années où j'étais ailleurs, qu'est-ce qu'elles ont signifié alors ? N'ai-je rien appris de l'époque où j'ai vécu ici ? Il songeait souvent aux innombrables péripéties de ces années-là, comme à autant de batailles auxquelles il avait survécu. Si, j'ai appris beaucoup de choses, je le sais. Il marche le long de Broadway en direction de Main Street. Au croisement de la 7e rue, une négresse aux cheveux blancs et au visage ridé comme une pomme prophétise la fin du monde pour le lendemain. Vaille que vaille, elle joue son va-tout, pense Johnny, admirant son goût du risque. Demain, si elle se plante, elle pourra dire au revoir à sa carrière de prophétesse, dans le cas contraire aussi d'ailleurs. Curieusement, elle manque de ferveur. Une Bible noire ouverte dans une main, l'autre levée. Elle dit, elle ne proclame pas, ne crie pas, ne hurle pas. Elle se contente de dire, on est tous condamnés, on sera tous morts demain. Elle échoue lamentablement à provoquer ne serait-ce qu'un petit attroupement. Les passants l'ignorent. Et si jamais elle avait raison, au moment même où se produira l'éruption, l'holocauste, l'explosion, le jugement, s'écrieront-ils, mon Dieu, la femme au carrefour de la 7e rue, elle avait raison. Ému par la solitude de la femme en cet instant, Johnny l'écoute quelques minutes. Quelle tristesse, si elle croit sincèrement que c'est pour demain. Mais elle semble indifférente à sa présence, la sienne comme celle des autres. On est tous condamnés. Johnny s'en va. Les lumières filant comme des souris électriques, une enseigne lumineuse proclame que le cinéma est O-U-V-E-R-T toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. 2 films à succès en technicolor et un balcon fumeur. C'est ouvert toute la nuit et il y a un balcon. Johnny sait, comme n'importe qui ayant déjà traîné dans des bars homo, ce que cela signifie. Les ombres en chasse dans le noir, le balai frénétique autour des toilettes. Il prend un billet. 6. 3. Johnny vient de se réveiller. Son esprit, encore engourdi par un sommeil de plomb, a dit 3. 3 quoi ? Il est au lit, nu, en érection. Depuis le milieu de l'adolescence, il dort sans rien. Quand il fait chaud, il ne se couvre même pas d'un drap, tant il apprécie la sensualité de sa nudité. Il aime se réveiller le matin devant le spectacle de son corps, si brun l'été sur le drap blanc. Les stores sont en partie tirés, la pièce baignée d'une lumière dorée, qui presque par magie donne de l'éclat à toutes les couleurs, comme si leurs nuances respectives s'embrasaient. 3. Son esprit, tout près d'en comprendre la signification, répète le chiffre avec insistance. L'engourdissement se dissipe lentement. La tête de Johnny est soutenue par ses mains. Il contemple son corps avec délice. Dans cette lumière jaunissante, il brille comme le cuivre chaud. La bandelette étroite que le maillot de bain protège du soleil se révèle désormais dans une blancheur éclatante. Les poils près de son entrejambe ont l'air plus foncés qu'ils ne le sont, comparés à ceux blondis par le soleil qui couvrent le reste de son corps. Johnny a une conscience aiguë de son corps lorsqu'il se réveille. 3. Cela s'insinue dans sa conscience. 3 personnes. Je suis resté à peu près 4 heures dans ce cinoche, et 3 mecs m'ont dragué, et plein d'autres en bavaient d'envie, et 2 m'ont sucé, et un autre a essayé, et j'ai joui 2 fois, pense-t-il, victorieux comme tout. En fait, 2 choses ont changé pour Johnny depuis l'époque où il habitait ici. La nuit précédente, ce n'est pas seulement pour l'argent qu'il s'est rendu disponible aux sollicitations des autres hommes, non, c'est pour les rencontres en elles-mêmes qu'il est allé sur le balcon du cinéma. Et à l'époque où il était juste un tapin, Johnny couchait avec ceux qui payaient le prix demandé, des jeunes, des vieux, cela n'avait pas beaucoup d'importance, tant qu'ils ne le rebutaient pas complètement. Il les regardait à peine. La nuit précédente, par contre, n'ayant aucune intention de réclamer de l'argent, il est devenu beaucoup plus sélectif. Il a dédaigné les avances de plusieurs personnes qui le désiraient manifestement, ce qui revient à ceci, sans que lui-même ne désire en retour. Non, pas du tout, Johnny se fait fort de préciser sans tarder. Il a choisi d'être désiré uniquement par les plus séduisants, et Johnny, bien sûr, a toujours été capable de mesurer l'attrait d'un autre homme,
contrairement à ce qu'affirme le mythe de la rue. En proie à un violent sentiment d'oppression lorsqu'il a quitté le ciné la nuit précédente, il est rentré directement au motel, a pris un somnifère, puis a plongé dans un sommeil profond. À présent, il éprouve une excitation sexuelle tout aussi violente que la veille au soir, un prolongement, comme si le sommeil s'était contenté d'interrompre la sensation sans la calmer. Il saute prestement du lit afin de la réprimer sur le champ. « 7. Des années auparavant, un gigantesque incendie a ravagé Griffith Park, à Los Angeles. La saison avait été sèche, chaude, et la terre mourait de soif. Les flammes se sont agrippées avidement aux buissons desséchés, aux arbres, aux gazons brûlés par le soleil. La nuit, un halo orange surplombait le parc, un halo visible depuis le centre de Los Angeles. Le nuage, avalant la fumée rougeoyante, était plus orange que jamais. L'incendie a laissé de terribles cicatrices, des parcelles brunes, couleur de cendre, des squelettes d'arbres noirs, une espèce de spectacle sorti d'un rêve de désolation. Aujourd'hui, les blessures, presque entièrement guéries, font partie des fluctuations du paysage. Nouveaux arbres, nouveaux buissons, nouvelles pelouses, même la terre qui couvre la zone dévastée est nouvelle. Et comment se fait-il que Johnny Rio ait décidé de venir ici ? Des commentaires enflammés à propos de ce parc étaient restés gravés dans la mémoire de Johnny, entendus la plupart du temps dans les bars homo d'Hollywood et toujours proférés avec une pointe d'excitation enjouée. « T'aurais dû voir les mecs que j'ai croisés à Griffith Park l'autre après-midi. Allons faire un tour en caisse à Griffith Park, on va s'en mettre plein les mirettes. » À sa soirée, il y avait autant de monde qu'à Griffith Park. Pourtant, à l'époque, Johnny, étant, on s'en souvient, juste un tapin, ne s'intéressait pas à ce genre de parc, mis à part Pershing Square, bien sûr, ce qui allait puisqu'il s'agissait d'un lieu de racolage. On n'y pratiquait pas d'actes sexuels à proprement parler, c'était plutôt le lieu où ceci était proposé, accepté ou rejeté. Et donc, Pershing Square et les deux bars à Partouze sur Main Street, le bar de Spring Street et celui de Figueroa Street et Selma Avenue de temps à autre, et les bars feutrés du secteur d'Hollywood Boulevard, tels étaient alors les contours irréguliers de l'univers de Johnny. Aujourd'hui, ces frontières se voyaient redéfinies. Le parc est beaucoup plus vaste que Johnny ne s'y attendait. Il s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, menace d'empiéter sur Los Angeles, Hollywood, Glendale, envahit même le ciel. Ces diverses routes serpentant jusqu'au sommet des collines qui surplombent la ville. Johnny, s'en étant approché par le méandre des multiples voies de circulation, atteint d'abord les aires de pique-nique, le zoo, le manège, les écuries. Des familles et des bataillons de garçons et de filles forment de bruyantes assemblées. Johnny comprend que ce n'est pas la zone recherchée. Bien qu'il ignore où elle se trouve, il sait qu'il la reconnaîtra à l'instant même où il tombera dessus, un peu comme il reconnaîtrait les quartiers chauds d'une ville de par leur proximité des cinémas ouverts toute la nuit avec 2 ou 3 films à l'affiche. Mais la tâche s'annonce plus difficile que prévu. Les routes ne cessent de se diviser en une série de Y qui semblent ne jamais devoir prendre fin. Une impasse dans une allée cavalière, une colline abrupte, interdite d'accès. La radio de Johnny est allumée, déversant sa folle et affolante cacophonie, des sons extirpés des confins déchiquetés du désespoir contemporain, souvent le désespoir bredouillé de ceux qui sont au plan émotionnel d'éternels enfants, en proie à des sentiments sauvages, rétifs à toute compréhension. À présent, les Rolling Stones traduisent en musique la souffrance de Johnny, évoquent la solitude des ténèbres intérieures, et des sons distordus et abattardis répondent aux sons distordus et abattardis inachevés, auxquels d'autres succèdent inachevés eux aussi. Johnny fonce sur la route tortueuse. Il n'a toujours pas trouvé l'endroit qu'il recherche. À un moment, il a cru que si, quand il a repéré plusieurs voitures garées les unes à côté des autres le long d'un virage, mais en s'approchant, il a aperçu un homme et une femme, puis une famille à proximité. Pas là, merde. Johnny a atteint l'observatoire de Griffith Park, ce dôme surplombant l'une des nombreuses collines du parc. Des touristes estivaux à casquettes munis d'appareils photo y bagnaudent.
La bouche asséchée par l'angoisse, Johnny se gare et boit avidement à un robinet. Suffocant de chaleur, il enlève sa chemise trempée. Il se rend dans les toilettes pour hommes, juste à côté. Il y a un miroir. Johnny recule de quelques pas pour se voir en plus grand. Il rejette ses larges épaules en arrière, lance un large sourire à son image et sait que lorsqu'il aura trouvé l'endroit qu'il recherche, il va faire un malheur. Fonce de nouveau avec détermination le long des routes sinueuses. Descend la même route dans l'autre sens. La brise fraîche couvre de baisers son torse nu. Terrain de golf, putain. Cours de tennis, merde. Serre pour plantes rares, putain de sa mère. Puis la route bifurque vers une longue rue bordée de charmantes maisons aux grandes pelouses vertes dans le style hétéroclite de la Californie du Sud. Fait chier. Johnny Rio fait demi-tour. Il est presque 15 heures. Il n'a toujours pas trouvé l'endroit qu'il cherche. Il devient tendu, hystérique. Je perds mon temps. Et puis, il aperçoit une voiture blanche dans le rétroviseur. Même à cette distance, et sans l'avoir jamais vue auparavant, Johnny reconnaît quelque chose chez le conducteur qui crève les yeux. Il est en chasse. « 8. Johnny Rio porte une chemise western en jean délavé, déboutonnée jusqu'au nombril, dont les manches relevées exposent ses bras gonflés par les exercices de musculation effectués plus tôt, un Levi's usé qui tombe bas. Il regarde attentivement sa montre comme il pénètre dans la pénombre verte de l'arène. Le lendemain, 14h26. Le jeune homme, blond, est lui aussi de retour, en train de bronzer, dans le maillot de bain à boutons pression, dont l'un est encore défait pour former une petite poche. Cette fois pourtant, il porte autre chose, des bottes Wellington. Il pense qu'elles le rendent plus désirable, à moins qu'elles ne protègent ses pieds des épines. Peut-être est-il en vacances, ou fait-il partie de la grande vague des éternels ou presque éternels oisifs de Los Angeles ? « Salut, toi !» L'accueil du jeune homme indique sans ambiguïté possible qu'il est encore intéressé. Johnny se contente de murmurer « salut », bien qu'il soit heureux, évidemment, que le jeune homme blond ait encore du désir pour lui. Mais Johnny ne veut pas se le faire une deuxième fois. Il ne sait pas pourquoi, juste que c'est comme ça. La veille au soir, après être rentré au motel, il s'est lavé, a mangé, puis s'est affalé sur une chaise longue pendant des heures près de la piscine, illuminée d'un bleu fluorescent, tandis que le nuage se faisait plus dense à mesure que la soirée avançait. Un homme, lui aussi assis devant la piscine, a rapproché petit à petit sa chaise de la sienne en le dévorant des yeux. Il tentait manifestement de l'aborder. Il a fini par se poster juste à côté de Johnny pour lui faire savoir qu'il admirait un corps bien fait. Mais même si, évidemment, cette attention lui a fait plaisir, son désir semblait quelque peu... Quoi donc ? En suspens. Déjà plus tôt dans la soirée, il n'avait pas été tenté de retourner au cinéma. Cet endroit est trop imprévisible, s'était-il dit. À Main Street, oui, une partie de sa vie, à jamais, mais il ne s'y est pas rendu, et il a calmé les ardeurs de l'homme qui le draguait près de la piscine, tout cela parce que c'est comme si Griffith Park était devenu l'arène d'un jeu sans nom, dont les règles n'étaient pas encore clairement établies. Déjà lorsqu'il n'était qu'un enfant craintif, et c'était un gosse très craintif malgré ses airs de petit dur, Johnny, au coucher, récitait souvent un chapelet à la Vierge, secrètement gêné à l'idée que quelqu'un puisse le découvrir, afin de conjurer une terreur noire et indéterminée. En vérité, il arrivait qu'il ne prit même pas le chapelet et se contente d'en recompter les perles, encore et encore, jusqu'à sombrer dans le sommeil. La nuit précédente, dans son lit, il s'est souvenu de ses nuits d'enfance, car il s'est couché une fois de plus en comptant. Mais cette fois-ci, voici comment. Je me suis fait 3 types dans le parc cet après-midi, même si, c'est vrai, c'est le même nombre que le premier soir au cinéma, mais en bien moins de temps, faut pas l'oublier, donc ça fait 7 depuis samedi soir, et ça aurait pu faire 8 s'il n'y avait pas eu cette saloperie de bagnole à Lafayette Park hier soir. 7 ou 6? Il a recompté. Le jeune homme, mince, sur le balcon, 1. Le type dans les toilettes, 2. Le connard complètement taré du MacArthur Park, 3. Les 2 gars en maillot de bain cet après-midi, 4 et 5. Le mec qui m'a léché partout, 6. 6.
J'ai dû en oublier un. Je suis sûr que ça fait 7. Voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et... seulement 6. Non, 7. Ouais, j'avais oublié le type du cinoche, le premier qui s'est assis à côté de moi. Il m'a pas vraiment sucé, juste fait semblant à travers mon fut, mais il m'a mis la main au paquet et m'a sorti la bite. J'avais oublié de le compter. Compter. Le terme, surgissant avec fracas dans sa conscience, fait tressaillir Johnny. Oh, ce n'est pas que je compte, nom d'un chien. C'est juste que dès que j'en aurai eu assez, à voir. Je pourrais me tenir à l'écart des parcs et tous ces machins. Assez. C'est pas que je compte, voyons. Un vague jeu émerge, vaguement. Juste au cas où le jeune homme blond serait encore tenté de le suivre malgré la rebuffade infligée par Johnny, celui-ci se dirige vers la grotte, mais bifurque à une intersection, à l'endroit où le sentier serpente autour des arbres, offrant de nombreuses zones protégées le long du chemin, comme dans les zigzags d'un labyrinthe. Le labyrinthe mène à une butte dont l'un des versants monte soudain à pic, comme une falaise. Elle s'élève suffisamment au-dessus de la route pour demeurer invisible aux voitures qui passent. La butte offre une vue incomparable sur le labyrinthe et une partie de la clairière près de l'entrée de l'arène. Johnny se poste sur la falaise, attendant avec une assurance pleine de morgue qu'un des hommes croisés sur le chemin vienne à lui. Il s'aperçoit peu à peu que si, bien sûr, une grande diversité d'hommes fréquente cet endroit, le parc semble surtout attirer les beaux et vigoureux, les jeunes et désirables. Tels des voiliers sur une mer vert-de-gris, 3 hommes flottent vers lui. Configuration défavorable si chacun n'a d'autre but que de jouer la montre pour supplanter les autres, car cette situation de blocage grignote sérieusement le temps qui lui est imparti, même s'il n'est absolument pas hostile au fait de se faire plus d'un mec à la fois, alors que d'autres regardent. La réunion de plusieurs hommes avant que la moindre avance sexuelle n'ait été faite peut tout faire capoter. Les 3 hommes, presque à équidistance les uns des autres, forment un triangle. Un homme petit et craintif qui déplaît immédiatement à Johnny, et les 2 autres, jeunes, l'un en costume, l'autre en bermuda. À une autre époque, celle du tapin, Johnny aurait sûrement opté pour le petit homme craintif, le rangeant dans le camp des cibles faciles. Mais aujourd'hui, il souhaite le décourager, avant de procéder à un choix entre les 2 autres. Malheureusement, le petit homme se montre le plus offensif. Il progresse plus vite. Il est 14h32. Exaspéré, Johnny s'éloigne de la falaise, s'engage dans le labyrinthe, veillant à prendre le sentier le plus éloigné du petit homme et situé presque exactement entre les 2 autres, afin de les encourager à le suivre. Sur le chemin de la sortie du labyrinthe, il croise 2 autres types qui maraudent sans but, une atmosphère de transe récurrente. Plus loin, le jeune homme blond en maillot de bain et en bottes prend la pose, assis sur une branche basse, devant un homme qui l'observe avec intérêt. S'approchant de la grotte, Johnny aperçoit un homme qui se caresse la bite. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a envie de se taper quelqu'un. Mais Johnny décampe pourtant en vitesse, vers l'entrée de la caverne. Il tressaille en entendant se rapprocher les bruits de pas d'un coureur. Suite du chapitre tout à l'heure.